Alors, samedi dernier... S'il vous plaît, monsieur Joachim, oui. C'est tellement important qu'il faut préciser quelque chose. Rien n'est fait sur les théâtres d'opération au jour d'aujourd'hui. Pendant que vous n'êtes pas quand même sur le terrain. Mais je suis sur le terrain, j'écoute chaque jour. Il n'y a pas un seul jour que je ne m'intéresse à ce qui se passe dans le nord du pays. C'est mon pays et j'ai été ministre de la Sécurité. Et il faut que les autorités togolaises comprennent qu'il est temps d'arrêter de jouer, de faire du mazé-mazé dans la diplomatie et de prendre à bras le corps ce problème. Comment vous pouvez expliquer que un petit espace du Togo, au nord du Togo, nous n'arrivons pas à le sécuriser malgré les moyens colossaux que nous mettons? Et vous avez été très bien compris. Comment vous pouvez expliquer que pendant que le dispositif n'a pas d'hélicoptère de surveillance, les hélicoptères de surveillance sont en train de faire le tour de la COSA à la recherche d'un ennemi intérieur qui n'existe pas, juste pour la sécurité du chef de l'État. Vous avez mis en œuvre uniquement pour la sécurité du chef de l'État. Et ce n'est pas bien d'exposer nos soldats comme ça. Voilà, monsieur Bokor, on ne les rend jamais hommage, nos soldats. Vous allez voir, ils vont les enterrer en catimini. Alors qu'ils sont partis mourir pour nous. On n'a jamais ramené les corps de nos vaillants soldats dans la capitale, comme ça se fait dans tous les pays, pour leur rendre hommage. Parce qu'il faut cacher, on les enterre en catimini. C'est donc pas sérieux. Donc un deuil national. Un deuil national en leur hommage ou bien en leur mémoire. Il faut un deuil national. Il faut ramener les corps dans la capitale, sur l'esplanade du palais des congrès, leur rendre hommage et promettre que leur mort ne sera pas une mort sans issue vaine. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on donne une armée. Merci et beaucoup. Vous savez, merci. Ils ont aussi, il faut y a aussi disloquer le dispositif de sécurité qui était mis en place. Et ça, c'est des détails liés donc au milieu exclusivement armé. Mais quand même... Non, l'affaire de la défense concerne le pays. Oui. Parce que ce sont nos impôts qui payent. Et vous le savez bien, c'est la grande miette. Vous maîtrisez bien cela. C'est la grande miette, mais ça ne veut pas dire que les experts n'ont pas le droit de développer pour que l'État prenne en charge les préconisations. Nous avons le devoir, nous tous, vous et moi, d'assurer la sécurité, de contribuer à assurer la sécurité du pays et voilà. De protéger nos boys. Et tout le monde est aujourd'hui unanime, à rendre hommage donc à ces forces de sécurité, ces forces de défense et de sécurité qui sont tombées sur le champ. Il faut ramener les corps. Voilà. 10 millions, vous savez ce qu'ils ont fait récemment? Non, monsieur François Bokor. Ils ont pris un arrêté pour dire juste que si quelqu'un tombe sur le champ de bataille, on lui paye 10 millions. 10 millions, c'est quoi? Je préfère qu'on rende les honneurs dignes de ce nom sur la place publique à Lomé, à nos braves soldats, que de donner 10 millions à leur famille. Et votre proposition certainement est très bien entendue, monsieur Bokor. Alors, revenons maintenant au sujet du jour principalement. Vous avez créé le samedi dernier le mouvement dénommé Mouvement de Libération Nationale Freedom Togo. Alors, dites-nous, quelles sont les motivations qui ont milité en faveur de la création de ce nouveau mouvement? La grande motivation qui nous a poussé à prendre nos responsabilités, Kofi Nyam et Jean Sylvanus et moi-même, c'est le coup d'État constitutionnel du mois d'avril dernier. On le voyait venir. De faire partir aujourd'hui ce qui est clair et très clair, vous le savez bien, les moyens conventionnels pour pouvoir faire partir X ou Y, c'est pas les urnes. Alors, moi, ma question qui est la suivante. Est-ce que vous avez un plan de collaboration avec les acteurs de la société civile et politique au Togo pour pouvoir essayer de dérouler peut-être votre plan d'action? Comment vous comptez sensibiliser les citoyens? Vous vous doutez bien que si j'ai un plan, si Freedom a un plan, il ne vous le dira pas, parce que demain,
le régime tel que vous le connaissez va aller cueillir nos collaborateurs sur le terrain. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes connectés. Ce qui est sûr, c'est que nous avons les moyens légaux pour faire tomber ce régime. Donc vous travaillez en symbiose avec les autres acteurs politiques qui sont là, ici sur le territoire? Nous travaillons en symbiose avec tous les acteurs politiques et de la société civile qui s'inscrivent dans la logique de mettre un terme légalement à ce système. Alors, et nos modes d'action sont clairs. Le mode d'action, c'est l'indignation, c'est la révolte, c'est le harcèlement diplomatique pour expliquer, convaincre. Et nous avons trois pôles. Nous avons l'Union européenne, nous avons la France, nous avons l'Allemagne, nous avons les États-Unis. Oui, mais... Et nous allons le faire. Et comme nous le faisons, nous sommes en parfaite symbiose avec les bonnes volontés, les républicains du Togo qui veulent mettre fin à cette constitution qu'on nous impose de 5e République. Voilà. Mais quand même, qu'on nous impose pour assouvir la soif et la gourmandise de pouvoir d'un seul individu. Alors, Maître François Bokor, Maître François Bokor, non. Je vais vous citer une confidence, monsieur. Vous savez, tous ceux qui ont collaboré à mettre en place cette 5e République vous disent en catimini qu'on leur a dit de faire ci, on leur a dit de faire ça. Et ça, peut-être, ce sont des supputations. Alors, Maître François Bokor. Ce ne sont pas des supputations. Oui, Maître François Bokor. Il y a eu dans ce pays, vous le savez bien, le FRAC, le CAP 2015, le CST, Arc-en-Ciel, Groupe des 6, C14, DMK et bien d'autres. Qu'avez-vous à dire maintenant aux Togolais que Freedom Togo ne connaîtra pas le même sort? Vous faites bien de le souligner. Le FRAC, j'étais Kofi et moi des initiateurs du FRAC. Oui. Et nous avons vu que ce FRAC a échoué de pas uniquement les divergences de leadership parmi la classe politique qui n'a pas voulu aller dans la direction qu'on souhaitait que tout le monde y aille pour définir une unité d'action et se mettre derrière le parti le mieux implanté à l'époque, c'était le parti porté par Jean-Pierre Fabre. Mais les autres n'ont pas voulu suivre et ça a échoué. Maître, nous revenons donc en studio pour la suite du débat. Alors, je vous posais la question concernant disons, tout ce qui a lieu comme regroupement et je vous posais la question, entre-temps vous aviez dit que vous travaillez en symbiose avec les uns et les autres, mais nous allons quand même aller un peu dans la sous-région, si vous le permettez. Au plan régional, les États de l'AES ont décidé de divorcer, et c'était récent quand même, avec la CEDEAO. Alors, au niveau du mouvement Freedom Togo, leur donnez-vous raison ou bien vous condamnez leur décision de quitter la CEDEAO? Oui, maître. N'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et chaque État est souverain de s'engager. Mais ce qui se passe au sein de la CEDEAO, où on refuse de construire la CEDEAO des peuples, et on transforme la CEDEAO en syndicat de chefs d'État, fait réfléchir. Et c'est pour cela que la CEDEAO est dépréciée au sein de l'opinion. Et tout ce qui doit être fait pour réhabiliter la CEDEAO sera de mise. Il faut que les diplomates de l'espace CEDEAO et les chefs d'État comprennent qu'un outil d'intégration n'est pas un outil à instrumentaliser, n'est pas un outil à servir des desseins de protection des chefs d'État en manque de légitimité. Et c'est en cela que les États de l'AES et les autres États pourront former famille. Et là, vous voyez-vous, aujourd'hui, la CEDEAO a échoué sur beaucoup de plans. Regardez d'ailleurs dans le problème intérieur togolais, l'attitude de la CEDEAO il y a quelques années lorsque M. Faure Gnassingbé accédait au pouvoir dans des conditions calamiteuses, que vous savez.
il a fallu la caution de la CEDEAO pour cautionner l'insoutenable. Donc, et ça, tout ça doit faire réfléchir. Si vous voulez que les États restent dans la communauté de destin qu'a voulu construire la CEDEAO, oui, il faut des principes. Regardez, en 2012, la CEDEAO, à Accra, voulait acter le protocole, dans son protocole additionnel, la limitation des mandats présidentiels. Oui. À l'époque, il y avait deux pays, le Togo et la Gambie, qui avaient refusé, qui s'étaient opposés à cela. Et comme les décisions se prennent à l'unanimité, l'agenda donc de la limitation des mandats a été retiré. Oui. Donc, comment vous pouvez accepter qu'il y ait un espace qui n'a pas des règles contraignantes pour tout le monde? Regardez le système judiciaire de la CEDEAO. Lorsque les États les individus, les citoyens ont la possibilité d'ester devant la justice. Combien de décisions de la CEDEAO, de la Cour de justice de la CEDEAO ont été appliquées par les États? Donc toutes ces insuffisances appellent réflexion et appellent cohérence. Si nous voulons reformer la CEDEAO et la rendre plus viable et plus attractive à tous les niveaux.